Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, le projet de loi de finances 2022. Après avoir analysé les grandes orientations de ce projet de loi de finances dans une émission précédente, nous allons passer ce soir en revue les principaux chiffres de ce premier projet de budget du gouvernement Arnouch, déposé, rappelons-le, lundi au Parlement. Tablant sur une croissance économique de 3,2% et sur un déficit du Trésor d'à peu près 6% du produit intérieur brut, ce PLF prévoit aussi la création de 250 000 postes d'emploi directs d'ici 2 ans. Sans oublier qu'il a fait la part belle aux secteurs sociaux, éducation, santé, protection sociale. Or, pour financer ces chantiers ambitieux, les ressources de l'État doivent augmenter de quelques 26,5 milliards de dirhams, soit un peu plus de 11,5% par rapport au budget débloqué pour 2021. Une équation difficile à laquelle nous tenterons de donner des scénarios possibles dans cette émission ce soir en compagnie de l'économiste spécialiste des politiques publiques Abdelghani El-Yomni. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Professeur Abdelghani El-Yomni, bonsoir, merci d'être avec nous. Khadija Ahsan, bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Alors, est-ce que vous avez, j'ai cité quelques chiffres de ce projet de loi de finances, mais quels sont les chiffres qui ont retenu votre attention dans ce PLF 2022 ? Les chiffres qui ont retenu mon attention, c'est d'abord les charges de l'État qui vont augmenter de 26,41%, mais aussi les recettes à venir qui doivent augmenter de 18,24%. Et là, je mets un point d'interrogation. Le déficit budgétaire qui va être de 5,9%, donc il va ressembler à celui qu'on a enregistré en pleine crise pandémique, c'est-à-dire celui de 2020. Donc je me pose des questions sur ces deux écarts entre les charges et les recettes. Par contre, je trouve que le PLF 2022 est un projet ambitieux. Je le trouve aussi audacieux, mais qui reste vague sur les moyens qu'il faudra, c'est-à-dire mobiliser pour arriver aux ressources. Par contre, j'ai une note positive pour le gouvernement Arnouch, c'est qu'il a promis d'aller vers le progressisme social. Et là, il montre qu'ils veulent le faire, même à seulement un mois des élections. Je trouve ça positif. Par contre, je pense que sur les 197 pages du projet de loi de finances, j'invite les Marocains à aller le lire. Il est téléchargeable, lire et voir les détails. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais il ne faudrait pas qu'on aille d'un projet d'État social vers un État de providence parce que l'économie marocaine ne supporterait pas de devenir une économie d'État-providence. Alors on parle aussi, certains évoquent État social. Nous avons évoqué souvent dans cette émission le concept d'État-providence, notamment suite à la pandémie Covid-19, à l'intervention littéralement de l'État pour non seulement sauver l'économie et les entreprises, mais aussi pour aider les citoyens à subvenir à leurs besoins les plus basiques. Donc il y a tout de même cette contradiction, j'ai envie de dire peut-être même complémentarité entre État-providence et État social. Et en parlant de ces États sociaux, est-ce que vous pensez que cette répartition budgétaire répond finalement aux aspirations du citoyen marocain ? Rappelons que, en ce qui concerne, bien sûr, ce sont là les grands enseignements de cette pandémie Covid-19. Il s'agit là de la santé et de l'éducation, deux portefeuilles ou deux départements quand même qui profiteront de plus de 9 milliards de dirhams dans ce budget global de l'État pour l'année budgétaire 2022. Est-ce que vous pensez justement que cela répond quand même à nos aspirations en tant que Marocains? Déjà, il ne faut pas confondre État-providence et État-protecteur. Je pense que le Maroc a résisté, il a montré une très forte résilience. Je pense que c'est l'unique sur le continent africain qui a montré une résilience, une résistance, une solidarité. Mais il ne faut pas confondre État-protecteur et État-providence. Le Maroc n'a pas les ressorts et les reins solides pour devenir un État-providence. Le Maroc peut devenir un État social, mais pour devenir un État social, il faut produire de la valeur ajoutée et pouvoir la répartir, soit par la redistribution, soit par les salaires. Donc, pas État-providence, mais État social avec un progressisme qui va être... Alors maintenant, est-ce que cela répond aux aspirations des Marocains ? Vous savez qu'aucun citoyen au monde ne refuse l'assistance et l'aide de l'État. Donc, tous les Marocains aspirent à une amélioration sur le niveau d'éducation, sur la santé, mais aussi sur les revenus, mais aussi sur la redistribution. Ça, c'est les aspirations. Maintenant, entre les aspirations et la réalité, les marges de manœuvre sont très restreintes aujourd'hui.
Moi, j'avais parlé dans une autre intervention que ce gouvernement ne pourrait montrer vraiment son vrai programme qu'en 2023 et pas en 2022. Là, ça fait que 5 semaines qu'il est élu. Je crois qu'il a montré quand même avec ses retouches, parce que je pense que le projet de loi de finances a été retouché suite aux élections sur l'éducation et sur la santé. On voit qu'il y a l'empreinte, il y a aussi qu'il y a la main sociale de ce nouveau gouvernement. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi que les Marocains s'attendent à ce que l'État marocain devient un État qui distribue de l'assistance. Il faudrait produire de la croissance économique pour aller vers ce progressisme social. Il ne faut pas tout confondre. Maintenant, est-ce que cela répond aux aspirations des Marocains? Moi, je crois dans un premier temps, aujourd'hui, oui. Et on le voit très bien dans l'éducation parce que dans l'éducation et particulièrement le préscolaire, le secondaire et le primaire, on voit très bien que le gouvernement veut faire des efforts et qu'il y a une volonté de réforme. Sur le reste, je pense qu'il y a débat. Il y a aussi débat sur le financement, Abdelghani Youmni. Comment ce gouvernement va-t-il financer? Je parlais d'une hausse quand même qui est conséquente, 26 milliards de dirhams, il faut bien les trouver quelque part. Et donc c'est la grande question finalement. Comment financer tous ces aspects sociaux, santé, éducation et bien sûr le projet phare de la généralisation de la protection sociale? Parlons de ces scénarios avec vous, si vous le permettez, professeur Youmni. Qu'est-ce qu'on veut financer? On veut financer la partie du nouveau modèle de développement qui nous ramène pour que le Maroc devienne un pays émergent. Pour la protection sociale universelle, aussi on veut la financer, mais ça va être financé avec les cotisations des gens. Par contre, quand vous regardez, quand vous lisez le projet de loi de finances 2022, vous voyez bien que normalement, ce sont les entreprises qui vont devoir supporter ces 26 milliards de dirhams avec une transformation, c'est-à-dire une réforme fiscale qui ne dit pas son nom, parce que c'est de retour sur les mécanismes. On passe d'un IS, d'un impôt sur les sociétés progressif à un impôt sur les sociétés proportionnel. Ça change tout. C'est-à-dire que les gens, les entreprises qui payent l'IS, ils vont devoir être soumis à un impôt proportionnel. Et c'est là qu'on va récupérer un peu d'argent, c'est-à-dire quelques milliards, et puis on récupérera. Alors juste pour qu'on explique aussi par rapport à ce taux proportionnel, si vous le permettez, Abdelghani Youmni, donc un taux qui sera, c'est le même barème qui est gardé, à savoir 10, 20 et 31%, mais ce qui a changé entre le proportionnel et le progressif, c'est que pour les entreprises dont le bénéfice net est entre 300 000 et 1 million de dirhams, eh bien, le taux est de 20% et non pas de 10% sur la première tranche du bénéfice et 20% sur la deuxième tranche. Juste comme ça, on rappelle aussi ce que prévoit ce PLF. Exactement. Parce qu'avant, il y avait des entreprises qui pouvaient fuir à l'impôt quand ils sont soit juste un peu dessus, soit juste un peu en dessous. Maintenant, en appliquant la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on va soumettre presque tout le monde à l'impôt sur les sociétés. Sauf qu'on ne dit pas une chose. On ne dit pas une chose très importante au Maroc, qu'il y a 70% des entreprises qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Absolument. Et ça va être toujours les mêmes, toujours les mêmes qui vont payer l'impôt sur les sociétés plus. Alors moi, je me demande, est-ce que moi, quand je suis entrepreneur, si je suis soumis à plus d'impôts sur les sociétés, sur les bénéfices que je fais, est-ce que je vais avoir envie d'embaucher ou pas? Est-ce que je vais avoir envie d'investir ou pas? Et c'est pour ça que la justice fiscale dont on parle toujours au Maroc, elle ne doit pas seulement être au profit de citoyens, elle doit être au profit de l'entreprise honnête, qui embauche, qui travaille, qui produit. J'ai vu avec beaucoup d'évaluations positives la décision d'imposer les sociétés industrielles à seulement 27% au lieu de 31%, c'est-à-dire toutes les entreprises qui font la transformation, qui font de l'assemblage, qui font aussi, il y a les entreprises qui investissent qui sont délocalisées au Maroc, qui ne sont pas soumises aussi à ce type d'impôt, mais je reviens aux entreprises marocaines et résidentes marocaines au Maroc, qu'il ne faut pas que cet impôt sur les sociétés va toucher surtout les très très grandes entreprises et c'est toujours elles qui payent. En fait, au Maroc, c'est pour faire simple, qui paye l'impôt? Ce sont les fonctionnaires, la classe moyenne et les grandes entreprises. Et les niches fiscales, elles sont chez les entreprises de taille intermédiaire parce qu'on a encore la culture du cash et parce qu'on a encore beaucoup de gens qui font des bilans négatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas imposables à travers des calculs comptables.
Oui, mais alors, parce que, bon, et si on dit ça, donc du coup, quels sont les autres moyens de financer? Parce que vous parlez d'un financement propre, je ne parle pas du financement à travers l'endettement, parce que ça, on va y venir. Mais avant, donc, aujourd'hui, ce sont les mêmes contribuables, finalement, entre guillemets, hein, je parle des entreprises et des fonctionnaires qui vont continuer à Et financer les salariés, et la classe moyenne, et les la classe salariés du moyenne. privé. Les salariés du privé, c'est-à-dire en fait, on a les fonctionnaires, les salariés du privé, les entreprises de très grande taille. Maintenant, les entreprises de taille moyenne et beaucoup d'entreprises de TPE, PME, beaucoup se soustraient à l'impôt. Mais est-ce que cela, parce que vous avez parlé de la classe moyenne, même si le débat est toujours d'actualité pour ne serait-ce que définir ce que c'est qu'une classe moyenne marocaine. On ne sait toujours pas comment définir cette classe moyenne marocaine, mais c'est un constat. Eh bien, cette classe moyenne s'endette davantage. Est-ce qu'elle ne risque pas de s'endetter beaucoup plus, de se surendetter et de peut-être même basculer vers tout simplement une classe pas, je ne dirais pas moyenne, mais qui a beaucoup peut-être même de mal à joindre les deux bouts, ou même on parle ici de sombrer dans la pauvreté, disons-le clairement, parce qu'aujourd'hui, cette classe moyenne paye beaucoup trop de taxes. Alors, c'est une excellente question, Khadija Ihsan. D'abord, j'ai parlé d'une manne financière ou monétaire qu'on va trouver par l'impôt sur les sociétés, mais aussi une partie qu'on va trouver à travers le CPU, Oui, c'est-à-dire la contribution professionnelle absolument. unique. Alors, c'est quoi la contribution professionnelle unique? Il faut faire un peu de pédagogie comme ça, ils comprennent. Les gens qui vont payer le CPU, c'est les gens qui vont payer dans cette contribution l'impôt sur le revenu, la taxe Mhm, professionnelle et la mhm. taxe communale, les trois. Absolument, Et absolument. il est aussi progressive. Alors, j'ai pris un exemple, là, comme ça, les gens vont comprendre. Si je suis boulanger, imposable à 8%, et si j'ai, par exemple, un net imposable de 100 000 dirhams, je vais payer 8 000 dirhams par an. Si je suis, par exemple, réparateur d'appareils électroniques, hein, d'ordinateurs, de téléphones, et si j'ai un net imposable de 60 000 dirhams, je vais payer à peu près 12 000 dirhams, 25% plus. C'est-à-dire que la CPE impose plus les services que les autres artisans, mais elle va en contrepartie, ces personnes qui vont payer la CPU, ils auront en contrepartie, si vous voulez, la garantie ou la protection sociale. Mhm. Maintenant, comment on va collecter cet argent? Je pense que ça va être compliqué. Vous m'avez posé la question sur la classe moyenne. C'est une excellente question. Alors, qu'est-ce qu'une classe moyenne au Maroc aujourd'hui? Une classe moyenne au Maroc aujourd'hui, une famille de classe moyenne est une famille d'abord qui a une propension à s'endetter, c'est-à-dire Mhm. qui peut faire des crédits. Donc, c'est une classe qui est d'abord formelle, c'est-à-dire qui a des revenus formels, qui a deux enfants, qui habite un appartement qu'il a acheté à crédit, qui a deux enfants dans le privé. Donc, ces classes moyennes, normalement, pourquoi elles sont les plus touchées sur le plan fiscal? Parce qu'elles financent l'éducation de leurs enfants et ils payent de l'impôt sur le revenu. Et puis, elles participent à travers la TVA aussi à un reversement d'impôts. Alors, est-ce que ces classes moyennes, si on commence à les presser, peuvent sombrer dans la pauvreté, de la précarité? Oui, on l'a vu dans le Covid, avec le Covid-19. On a vu qu'il y a beaucoup de familles qui étaient dans la classe moyenne et qui ont glissé vers des classes moyennes moins ou même plus davantage. Une classe moyenne aujourd'hui touche pour un couple entre 8 000 et 18 000 dirhams. C'est ça une classe moyenne aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on en a beaucoup? Pas assez. Et pas dans toutes les villes. La classe moyenne est plutôt concentrée dans les villes de Casablanca, de Marrakech, de Rabat et Tanger. Il faut aspirer à cette classe moyenne soit un peu présente dans toutes les villes pour qu'elle tire la consommation et aussi Mhm. pour qu'elle tire la fiscalité à travers le paiement de la TVA et des impôts sur les revenus. Oui, mais alors, est-ce qu'on retrouve ça? On ne retrouve pas ça finalement dans ce PLF, et ça a beaucoup soulevé beaucoup de débats et de propositions. Vous avez parlé d'un point très intéressant. Il s'agit d'un côté payer les impôts et de l'autre ne pas profiter finalement des services sociaux de l'État, à savoir la santé et l'éducation, puisque cette classe moyenne a recours à des écoles privées et aux médecins du privé également. Alors,
Et pourtant, ils payent leurs taxes. Donc cette proposition qui a été faite de faire un rabattement sur les taxes, notamment sur l'impôt sur le revenu pour cette large tranche de la population marocaine, cette question est restée en suspens et ne figure pas dans ce PLF. En fait, si vous voulez, il n'y a pas d'augmentation d'impôt sur le revenu pour la classe moyenne ou pour n'importe quelle classe. On sait qu'on sort petit à petit d'une pandémie et d'une crise sanitaire. Donc, le gouvernement a été très intelligent. Il touche surtout les entreprises qui payent l'IS. Et moi, je vais vous dire clairement ce que c'est, ce qu'on a fait là. C'est pas encore une réforme fiscale. Je pense que la réforme fiscale, oui, mais je parle justement de la vraie réforme fiscale, Abdelghany Lyoumni. Je me permets de vous interrompre pour le contribuable. En fait, le contribuable aujourd'hui, avec ce PLF, il n'est pas touché, le contribuable. Il n'est pas touché, mais il n'est pas épargné non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions qui ont été faites pour justement les personnes qui n'ont pas recours aux services de l'État, des services sociaux de l'État, eh bien d'être épargnées ou que leur IR soit revu à la baisse. Oui, mais ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Pourquoi? On ne peut pas le faire et même si j'étais à la manœuvre, je ne le ferais pas. Vous savez qu'on parle déjà d'un déficit budgétaire de 5,9%. On parle d'un pays qui sort d'une crise, qui a montré… Vous savez ce qu'on a fait là? Je vais vous dire clairement, je voulais vous le dire tout à l'heure. Je pense qu'on a fait avec ce trou-touche à l'IS une forme d'un fonds de solidarité bis qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux grandes entreprises, accompagnez-nous cette année pour boucler ce budget. Vous allez payer plus d'impôts, mais je pense que l'année prochaine, c'est-à-dire là, on s'attaque à l'informel et puis on touche plus l'IS. L'informel, on espère le résorber progressivement. Pour l'IS, je pense que là, on touche les grandes entreprises. C'est comme si on leur demande une contribution solidaire, plus comme le fonds de solidarité, parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire une vraie réforme et parce qu'en 5 semaines, on ne fait jamais une réforme et parce qu'on ne peut pas demander encore des efforts à la classe moyenne ou à des gens d'augmenter l'impôt. On n'a pas augmenté l'impôt, on n'a pas augmenté la TVA. Ce qui a été fait, c'est des retouches sur l'IS pour boucler, mais je pense que la vraie réforme, normalement, et je l'espère, elle est à venir en 2023. Et comme aussi le vrai programme du gouvernement apparaîtra plutôt en 2023 que là, après 3 semaines de l'élection. Bon, alors, pour encore revenir sur le financement de ce programme gouvernemental et de ce PLF et de ce budget 2022, est-ce qu'on se dirige vers plus d'endettement, Abdelghany Lyoumni, de l'austérité ou la baguette magique d'une meilleure répartition des recettes fiscales? Oui. Alors en fait, on n'est pas dans l'austérité, parce que si on était dans l'austérité, on aurait un PLF qui est plutôt rétréci. Là, on a un PLF qui augmente quand même de plus de 27 milliards de dirhams, donc on n'est pas dans l'austérité, on n'est pas non plus dans la dépense à outrance. Donc ce qu'on veut, on veut faire par clic-clac, on veut seulement accompagner la sortie de la pandémie, espérer le décollage de l'économie, espérer une bonne année agricole, espérer que nos partenaires européens reprennent aussi, parce qu'on parle dans la zone euro d'une croissance qui serait proche de 4%, dans le monde d'une croissance qui serait de 5,9% en moyenne, une reprise, c'est ça, on a des aspirations. Après, il y a des risques. Les risques, c'est sur le gaz butane qu'on a avec le budget, il le fixe à $450. Aujourd'hui, il a plus de $660 la tonne. Avec une récolte céréalière de 80 millions de tonnes, personne ne nous dit, parce que là, on est sur des hypothèses, personne ne nous dit, avec du pétrole qu'aujourd'hui avoisine les $86, il y a une chose positive au Maroc, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas comme l'Algérie, par exemple, ou comme l'Inde, ou comme le Brésil, qui ont des inflations entre 4% et 9%. Le Maroc s'est battu pendant le Covid à construire, et même depuis des années, une souveraineté alimentaire. C'est capital. C'est-à-dire qu'on va freiner l'inflation.
On ne va pas l'importer, vu que de plus en plus, on contrôle nos importations de biens et services durables, de consommation. Donc, si nous avons la souveraineté alimentaire, même s'il y a de l'inflation, on n'importera pas autant d'inflation que les personnes qui dépendent à 100% de l'importation de leur alimentation du reste du monde. C'est ça un peu, et c'est pour ça que moi je suis optimiste, même si je trouve que le gouvernement n'a pas fait d'efforts avec la classe que vous défendez, je l'ai compris très bien, avec la classe moyenne. Ah, mais je ne défends rien du tout, ce sont des constats d'observateurs comme vous et d'experts comme vous par rapport à cette classe moyenne qui est le socle finalement, qui est le socle que ce soit des recettes fiscales, de la consommation et j'en passe. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment, vous savez que le cœur qui bat dans toute économie, dans toute société, dans tout pays, et le cœur qui fait la solidarité, et le cœur qui donne des façons de recevoir, et le cœur qui consomme pour construire, pour faire fonctionner l'entreprise, c'est la classe moyenne. Plus on va la renforcer, plus elle va devenir contaminante dans ce pays, et plus nous pouvons aspirer à aller de l'avant et à émerger. On ne peut pas émerger une économie sans construire une classe moyenne. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un tiers ou 40% de classe moyenne dans ce pays. Mais dans les politiques gouvernementales passées, je vous interromps, désolé de vous interrompre encore une fois, dans les politiques gouvernementales passées, on ne construit pas cette classe moyenne, on la déconstruit. Bien, non, on l'a déconstruite, en tout cas. C'était dans le passé, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. On l'a déconstruite parce qu'on voulait à chaque fois seulement aller d'une rive à l'autre. On n'a jamais mis les doigts sur les vrais problèmes. Je crois qu'avec le nouveau modèle de développement, avec le projet de protection sociale universelle, avec le registre social unifié, on a mis le doigt sur les mots MAUX du Maroc. Je pense que pour développer un pays, d'abord, il faut qu'une classe moyenne. On a aussi mis le doigt sur une chose, c'est que la classe moyenne n'est pas l'ennemi du pays et de l'État. Et ça, même si cette classe réfléchit, même si elle raisonne, même s'il peut être progressiste, même s'il peut critiquer certaines décisions du gouvernement, on a besoin de cette classe moyenne. Je pense qu'on a mis en fait le doigt sur les mots du Maroc, qui sont l'éducation, qui sont la santé, mais qui sont aussi la prospérité. Et il est impossible de faire de la redistribution ou de faire une protection sociale universelle majeure si on ne produit pas. Si on n'a pas d'entreprise, c'est impossible. Et personne ne nous prêtera. Aujourd'hui, personne ne prête aux pays qui sont très endettés. C'est-à-dire, si on veut construire un pays prospère, il faut commencer par d'abord réparer la classe moyenne, réparer l'éducation, réparer la santé et réparer aussi la machine qui produit dans ce pays, qui est l'entreprise et pas le commerce. Consommation. Et la consommation, vous avez parlé d'inflation, bon certes elle est contenue, elle ne dépasse pas les 1,2%, en tout cas pour cet exercice-là, mais autre grande question que je me suis posée en lisant ce projet de loi de finances 2022, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui est fait pour renforcer le pouvoir d'achat en rappelant quand même qu'il y a une disposition dans ce PLF qui prévoit, tout en parlant de fiscalité, d'augmenter ou d'imposer une taxe à l'achat, par exemple, de produits ménagers, d'une machine à laver ou d'un lave-sèche-linge ou de lave-vaisselle. Bref, il y a une taxe, bon, pas sur les catégories A, mais sur les catégories B, C et D. Donc là, on veut renforcer le pouvoir d'achat, mais on impose de nouvelles taxes. Alors, premièrement, je vais vous reprendre. Le Maroc a le plus faible taux d'inflation dans la région MENA et en Afrique. Plus faible dans la région MENA et dans tout le continent africain, 1,2%. Deuxièmement, maintenant, est-ce qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat ? Bien sûr, sur les 3-4 années à venir. Pas aujourd'hui, on sort d'une crise. Alors, comment on améliore le pouvoir d'achat ? C'est en s'attaquant à revoir l'impôt sur le revenu de la classe moyenne. Je l'ai déjà dit sur votre antenne et plusieurs fois. La classe moyenne a 3 tiers de revenus. 1 tiers pour la consommation, 1 tiers pour l'école, 1 tiers pour le logement. Ce 1 tiers pour l'éducation surtout, elle est trop élevée quand les enfants sont dans la classe moyenne. Vous m'aviez dit tout à l'heure que la classe moyenne paye des impôts, mais ne reçoit pas la part santé, la part éducation. Moi, j'espère que dans la réforme fiscale, qui se fera peut-être en 23, en 24, qu'il y aura une révision de l'impôt sur les revenus pour les classes moyennes, c'est-à-dire que les gens qui payent l'école pour leurs enfants, il faudrait qu'ils bénéficient d'une décote de leur impôt pour que le
d'achat augmente. Vous savez que pour améliorer le pouvoir d'achat, il y a deux solutions. Soit vous donnez les allocations, c'est prévu dans le protection sociale universelle de donner aux plus vulnérables du Maroc des subventions. C'est prévu. On parle de 400 dirhams, 600, 800, 1000 dirhams. Mais à part ça aussi, la classe moyenne qui paye l'impôt qu'on redistribue, elle aussi, elle veut sa part du gâteau. Elle veut sa part de la solidarité. Et cette part de la solidarité, moi, je la vois d'une révision de l'impôt sur le revenu sur les gens qui ont des enfants, soit dans les études supérieures, soit dans les études secondaires, et qui payent l'école privée sans profiter de l'école publique. Voilà. Vous rejoignez finalement ce que je disais tout à l'heure. C'était une de mes questions, justement. Mais ce PLF ne prévoit pas cela pour le moment. Je ne vous rejoins pas en 2022, je vous rejoins en 2023 et en 2024. Parce qu'il faut une réforme. Parce qu'il faut aller trouver l'argent où il est. Alors, l'argent, il est où? L'argent, il est dans une réforme de la succession urgente, extrêmement urgente, dans laquelle il y a 30 à 40 milliards de dirhams par an. L'impôt sur la fortune? Alors, non, mais la réforme de la succession, pour moi, ce n'est pas un impôt sur la succession, il y en a déjà un. C'est-à-dire d'accélérer les liquidations des successions. Vous avez des gens qui décèdent, qui perdent leurs parents et la succession n'est réglée que 70 ans, 80 ans après. C'est trop long et ça fait perdre à l'État, aux ménages et à l'économie et aux familles beaucoup d'argent. Ce qu'il faudrait faire, c'est accélérer cette réforme, la liquidation des successions. Maintenant, l'impôt sur les grandes fortunes, je vais vous répondre. Il y a deux types de fortunes. Deux. Il y a des fortunes qui se sont amassées par la rente. Il y a des gens qui ont des fortunes et qui travaillent, qui ont des entreprises. Moi, je veux qu'on s'attaque aux gens qui font des fortunes par la rente. Mais on ne peut pas... Alors, et lesquelles? Est-ce que ce sont les fortunes mobilières ou les fortunes immobilières? C'est-à-dire les gens qui ont des terrains ou des maisons, on ne peut pas les imposer parce que c'est compliqué. Mais il faudrait, dans la réforme fiscale prévue, mettre la succession comme premier. La deuxième, oui, fiscaliser les gens qui ont des rentes viagères trop puissantes et qui n'investissent pas dans l'économie. Merci beaucoup. Bien sûr, il faut aussi fiscaliser une autre chose, la part de ce qu'on appelle les entreprises travaillant dans le service et qui ne créent pas d'emplois. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui créent 70 emplois ou 100 emplois, on ne doit pas les fiscaliser comme une entreprise qui fait le même bénéfice qui a seulement 2 employés. Après, vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans les hautes technologies, dans le IT. Oui, qui travaillent dans le IT. Beaucoup d'autres réformes qui sont à venir, certainement. Abdelghani Lioumi, malheureusement, le temps de cette émission est écoulé. Je vous réitère mes remerciements. C'était fort intéressant d'échanger avec vous sur ce projet de loi de finances, mais aussi sur ce qui devrait être fait pour financer ces projets sociaux imminents du Maroc. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.